Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin au micro de Patrick Roger, Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise et questeur à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous et bonjour Éric Woerth. Oui, bonjour. Que penser de ce remaniement? Pas d'ouverture, pas de grands noms à droite ou à gauche, peu de personnalités civiles. La longue attente donc pour des mesures, les hôpitaux, le pouvoir d'achat, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par cette formation du nouveau gouvernement, le remaniement. Pour vous, l'ancien LR, est-ce que vous êtes déçu de ne pas voir de nouvelles têtes venant de votre ancienne famille? Non, moi, c'est toujours les mêmes commentaires quand il y a des nouveaux gouvernements. Tout ça pour ça, il y a trop de monde, il n'y a pas assez de monde. Non, je dis pas que c'est vos commentaires, c'est ceux que j'entends ici ou là. Voilà, c'est un gouvernement avec des personnalités assez nouvelles, notamment des députés qui ont été députés 4 ou 5 ans, donc qui ont déjà une expérience et qui vont entrer dans ce gouvernement, des postes différents. Il y a des personnes de la société civile, incontestablement, par exemple. Le ministre de la Santé est quelqu'un venu de cette dite société civile, donc ça veut dire qu'il n'a pas fait de politique avant. C'est quasiment très spécialisé dans le domaine urgentiste. Urgentiste. On sait bien que c'est le nœud gordien du système de santé aujourd'hui français. Il a d'ailleurs remis des propositions au gouvernement il n'y a pas si longtemps. Et puis il y a aussi le directeur général de la Croix-Rouge. Bon, voilà, c'est un gouvernement avec une parité, avec des gens, je l'espère, tout à fait compétents aux places où ils sont. La vérité, c'est que, qu'importe, ce qui importe, c'est les résultats. C'est est-ce que ce gouvernement atteindra les objectifs qui seront fixés de réformer notre pays. Il faut juger sur place et sur pièce. Oui, non mais c'est vrai, il y a eu aussi des résultats aux législatives. Emmanuel Macron a dit, lors de sa prise de parole au Conseil des ministres, que finalement, il n'y avait pas eu une volonté de la part des autres partis de venir participer à ce gouvernement. Il y a eu une main tendue de la part de la majorité. Chacun a tenté d'y contribuer pour dire est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une sorte de programme de gouvernement. On voit bien qu'à l'élection présidentielle, parce que c'est celle qui donne le président de la République a été élu sur un projet et que d'autres projets étaient peu éloigné sur toute une série de sujets. Donc on pouvait se mettre d'accord, comme le font les Allemands dans d'autres circonstances institutionnelles. Vous parlez des LR, justement, quoi. Je parle de LR, je parle d'un certain nombre de membres du Parti Socialiste, aussi des sociodémocrates. Ouais. On pouvait se mettre d'accord sur un programme de quelques réformes à réaliser et à ce moment-là à jouer le rôle d'une forme de coalition, pour essayer de faire progresser le pays. Coalition qui pouvait aller jusqu'où, alors? Elle pouvait aller jusqu'à LR, jusqu'au Parti Socialiste, c'est-à-dire des partis dits de gouvernement, c'est-à-dire des partis qui ont déjà gouverné, qui ont montré qu'ils étaient des gens responsables. Ouais. Donc ça pouvait fonctionner. Cette main tendue, elle n'a pas été prise. On le constate, on peut le regretter, mais la vie, c'est pas uniquement des regrets. Donc il faut avancer, il faut travailler sur les textes, comme on dit, texte par texte. Et puis obtenir des majorités. Alors qu'est-ce que ça va signifier, effectivement, texte par texte? Ça veut dire que pied à pied, il va falloir lutter pour faire passer chaque projet de loi? C'est un peu ça, oui. Ouais. Texte par texte, ça veut dire que le gouvernement, évidemment, doit être toujours en initiative. C'est extrêmement important. Je ne peux pas attendre de la part des oppositions qu'elles prennent le là. Donc, il faut évidemment être en initiative. Le gouvernement doit faire des propositions. Ce sera le cas, par exemple, concrètement, sur le projet de loi qui concerne le pouvoir d'achat bientôt. Et ce projet de loi, il va rentrer au Parlement. Avant d'y entrer, il va faire l'objet d'un certain nombre de discussions préalables. Et sans doute, au cours de la discussion parlementaire, des parlementaires vont indiquer qu'ils sont prêts à voter pour le texte dans son ensemble, mais qu'ils voudraient que telle ou telle mesure soit modifiée, rectifiée, ou de nouvelles mesures adoptées. Oui, c'est sans doute pour ça que Franck Riester a été nommé justement en charge des relations avec le Parlement. Lui, un ancien LR qui peut aller draguer quelques voix. Mais la question n'est pas de draguer, la question elle est d'essayer de... pour avoir une majorité... Oui, il faut une majorité, mais il faut aussi... chacun est mis devant ses responsabilités. L'opposition est mis devant ses responsabilités de ne pas bloquer le pays, de ne pas bloquer l'action réformatrice du pays, et puis la majorité est mise devant ses responsabilités de trouver les moyens de discuter avec cette opposition. À la limite ultime, la ligne rouge, c'est qu'on dénature les textes. Si on a besoin d'un texte pour améliorer le
pouvoir d'achat des Français, c'est le cas, ou en tout cas de protéger plutôt le pouvoir d'achat des Français. Ce texte, il doit être à un coût raisonnable, sinon ça ne peut pas fonctionner, et il doit être efficace pour celles et ceux qui sont les plus exposés à l'inflation. Et donc il ne faut pas que les textes soient dénaturés ou que les textes augmentent en termes de dépenses publiques par rapport à ce qui est prévu et par rapport aux trajectoires financières qui sont celles du gouvernement. Vu de votre fenêtre aujourd'hui, c'est-à-dire à Renaissance, Éric Woerth, est-ce que le blocage peut venir du Rassemblement national ou de la NUPS ? Mais il peut venir de tout le monde. Les oppositions peuvent bloquer par une avalanche d'amendements. Les groupes les plus RN a dit qu'il ne serait pas dans une obstruction systématique. Les groupes les plus importants sont ceux que vous avez cités, sachant que NUPS, comme on dit, n'est pas vraiment un parti. C'est une coalition de partis. Alors ils ont fait campagne ensemble, avec un seul candidat dans les circonscriptions, donc il y a une certaine cohérence. Mais ils sont nombreux, mais ils ne pensent pas la même chose. Qui peut penser que le Parti socialiste, il pense exactement la même chose que LFI et que M. Mélenchon? Ça va exploser. Oui, à terme, ça explosera. Parce que d'abord, Mélenchon, il vient du Parti Socialiste, il en était parti, dont lui-même avait explosé. Donc à un moment donné, ça explosera, parce que c'est pas du tout les mêmes origines idéologiques, ni la même histoire. Ils n'ont pas grand-chose en commun. Encore un mot de commentaire politique, justement. Les LR qui ne viennent pas, ça veut dire qu'ils peuvent se reformer, se ressouder un petit peu pour être une forme d'opposition et puis construire quelque chose pour l'avenir? Mais à LR de le dire, moi je pense que c'est pas une bonne manière de faire. Je pense que LR aurait dû accepter de considérer qu'on passait grosso modo il y a 10 ou 15 ans de 300 députés à 60 aujourd'hui, et que tout ça a un sens, et qu'on n'est même plus au deuxième tour de l'élection présidentielle. On peut au moins porter un constat lucide sur ce qu'on est. Si on porte pas de constat lucide, on se réforme pas, quoi, on change pas. Et il faut changer pour essayer de faire en sorte que les idées de LR soient des idées nouvelles. Et je pense que le mieux, c'est de le faire dans le cadre de la majorité. Oui, mais dans ces conditions, c'est la dissolution. C'est une forme de dissolution. Non, parce qu'on peut faire vivre des idées de droite, les valeurs de la droite au sein de LR. D'ailleurs, certains le font. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et beaucoup d'autres, Édouard Philippe, comme ça a été le cas de Jean Castex, font vivre ces idées d'une droite républicaine, européenne, gaulliste, libérale. Et il faut faire vivre cela. Si vous êtes dans votre petite pièce, vous avez tout fermé, les volets, les portes, personne ne peut plus sortir, respirer, il n'y a plus de leader, il n'y a plus d'idées, ça donne rien. Bon, vous vous rassurez sur une implantation locale, mais c'est tout. Vous appelez les LR à soutenir... À ouvrir les portes et les fenêtres, et accueillir le monde tel qu'il est. Pas à soutenir à n'importe quelle condition, je ne dis pas cela, évidemment. Ça va être un peu votre job, ça peut être... Mais c'est le job de tout le monde. Je pense que chacun doit pouvoir tendre la main vers l'autre de façon amicale, ça va de soi, et puis respecter l'autre. Mais on a le droit aussi de parler de ses amis de façon la plus lucide et la plus directe possible, sinon ce ne sont pas des amis. Oui, Éric Woerth, Elisabeth Borne ne va pas solliciter la confiance du gouvernement lors de son discours de politique générale demain. C'est quoi? C'est un manque de confiance justement en ses propres moyens? Non, c'est un grand pragmatisme, elle a raison. Le risque on est en majorité relative. Entre nous, la plupart des autres auraient bien aimé avoir le même nombre de députés que Renaissance, Horizon et le Modem réunis. Mais ça veut dire que la majorité est en majorité relative, mais l'opposition, si elle s'agrège, elle est en majorité absolue. Évidemment, il faut agréger le Rassemblement national avec LFI, avec le RN. Donc c'est pragmatique, vous dites. Oui, il n'y a aucune raison de demander. C'est pas obligatoire, donc il n'y a aucune raison de le faire pour risquer de voir l'opposition se coaliser. D'autant plus que, comme il n'y a pas de coalition, il n'y a pas eu de volonté d'une sorte de contrat de gouvernement, il n'y a pas eu de cette volonté-là. Donc on est bien texte par texte. Donc on verra les majorités texte par texte, et pas au moment d'une déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale avec un vote n'a de sens que s'il y a une majorité pour voter, une majorité absolue pour le voter. C'est pas le cas. Donc il n'y a pas de raison de le faire. Qu'est-ce que vous attendez justement comme ligne dans ce discours de politique générale, vous? Moi, j'attends de savoir ce que le gouvernement veut faire dans l'année et demie qui vient. Les 5 ans, c'est long, 5 ans. Donc au moins dans l'année et demie, dans les 18 mois ou les 2 ans qui viennent, avec un rythme, un calendrier, et puis d'expliquer comment les textes qui vont venir, qui vont porter des réformes pour le pays, sur l'enseignement, sur la santé, sur l'économie, ça va de soi, sur l'écologie, donc sur des sujets extrêmement importants, comment ils s'articulent
excluent les uns les autres. On dit que le pays est menacé d'effondrement parfois. C'est certains qui sont très pessimistes le disent à propos de notre système régalien, de la justice à la police, à même l'éducation nationale. Mais j'entends parler d'effondrement surtout parce que la France adore de dire qu'elle va s'effondrer partout. Et donc il faut être solide et on a des institutions qui sont solides et des politiques publiques qui sont solides et des Français qui sont solides. Donc la question n'est pas de s'effondrer, elle est de s'améliorer. La sécurité doit s'améliorer, notre identité, les communautarismes doivent être combattus, l'identité nationale doit être respectée et mise au goût du jour du 21e siècle. C'est ce gouvernement qui peut faire ça. On a beaucoup de choses à faire dans le domaine régalien. Oui, je pense que le gouvernement est bien armé pour le faire et je pense que le programme de réforme qui était celui du président de la République, c'est pas au siècle dernier l'élection présidentielle, il y a à peine 3 mois. Donc il faut que cette élection présidentielle, qui a été gagnée largement par Emmanuel... Pas sur un projet, vous le savez, plutôt contre Marine Le Pen. Il y avait le projet, vous l'avez vu, vous, d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr qu'il y a un projet. Il y a un projet sur l'écologie, il y a un projet sur l'économie, il y a un projet sur la sécurité. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant cette élection. Donc il faut mettre en œuvre un programme de réforme solide. Il faut que la France, elle entre dans le 21e siècle. Elle n'est pas encore entrée dans le 21e siècle. Et ces crises qu'on a vécues jusqu'à présent, elles nous obligent à cela. Et puis aussi l'évolution du monde nous oblige à ça. Plus d'intégration européenne, des entreprises plus innovantes. Donc aller plus loin dans la productivité du travail, mettre en avant le travail, mettre en avant, tous ces sujets, l'accélération écologique, etc., etc. Tous ces sujets demandent des choses extrêmement concrètes. Est relégué au 10e rang. Mais ça, c'est des numéros. Ça n'a pas d'importance. C'est pas un signal. Non, ça n'a. Dieu merci, il n'y a pas de classement prioritaire. Ce qui est très important, c'est la qualité des textes. Moins de textes, plus de qualité dans les textes, des réformes plus approfondies, des résultats visibles pour les Français à court terme, avec des annonces aussi de résultats à moyen terme. C'est ça dont on a besoin. D'y voir plus clair dans un monde de moins en moins clair. Oui, Éric Woerth, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le pouvoir d'achat, ça va être le premier texte. Vous, connaisseur de ces questions budgétaires, qu'est-ce que vous préconisez là, par exemple, sur les carburants, sur l'énergie? On dit qu'il faudrait bloquer en fait un peu les prix, ou en tout cas pour les gros rouleurs notamment. Il faut cibler, ou ceux qui en ont besoin. Il faut cibler les mesures. Vous ne pouvez pas avoir des mesures pour tout le monde à tout moment, parce qu'à ce moment-là, ça coûte tellement cher que ça n'a plus aucun sens. Donc il y a une inflation, il y a une partie d'inflation structurelle, une partie d'inflation conjoncturelle. Donc il faut combattre l'inflation surtout conjoncturelle. L'inflation structurelle, il faut la combattre autrement. Et ça nécessite des mesures ciblées pour aider un certain nombre de Français. Par exemple, vous parlez des gros rouleurs, des gens qui prennent beaucoup leur voiture et qui est sous condition de revenus et qui ont peu de revenus. Il faut évidemment les aider à aller travailler. Ce que je veux dire, c'est aussi que le gouvernement n'est pas tout seul. Il n'y a pas en France un gouvernement qui se démène et puis des gens qui attendent. Il y a évidemment des gens il y a des acteurs, il y a des parties prenantes. Les entreprises, par exemple, sont des parties prenantes. Et donc chacun doit exercer ses responsabilités là où il est. Et puis les mesures d'inflation. Ça, c'est quoi? C'est sur les salaires, quoi. Par exemple, les entreprises. Il faut augmenter les salaires lorsque, visiblement, il y a des problèmes de tension sur le marché du travail. Vous pouvez vous promener un peu partout en France, vous entendez toujours la même chose, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent beaucoup de gens. Donc il faut à un moment donné, soit former des gens parce qu'ils n'existent pas, soit changer les conditions de travail parce qu'elles ne correspondent plus au fond au siècle dans lequel on vit, soit augmenter les salaires pour rendre les choses plus attractives. Donc les gouvernements, ils ne peuvent pas tout faire. Mais en ce qui concerne par exemple l'énergie, en ce qui concerne l'énergie, il y a une prise en compte d'une situation structurelle. Si vous considérez qu'il faut juste supprimer la TVA sur l'énergie ou baisser la fiscalité de façon considérable, ça veut dire aussi que vous avez une réforme fiscale structurelle en fonction d'un problème qui est plutôt conjoncturel, compte tenu des tensions. Donc là, c'est une mauvaise réponse parce que vous n'y arriverez pas. Vous avez besoin aussi de cet argent pour financer vos politiques publiques. Et on a besoin souvent des mauvaises réponses. La réponse du gouvernement, elle n'a pas été de baisser la fiscalité, elle a été de baisser de 18 centimes le prix de l'essence. Maintenant, c'est intégré ces 18 centimes. Évidemment, il faut continuer à cette baisse de 18 centimes, sans doute jusqu'à la fin de l'année. En attendant, Éric Woerth, puisque vous baladez beaucoup en France, c'est ce que vous avez dit, beaucoup de Français ne peuvent pas rouler puisque l'essence est à plus de 2 €, y compris pour partir en vacances. Et pendant ce temps-là, l'État continue d'encaisser quand même de la TVA, quoi. Non, mais c'est ça aussi. Oui, mais il la redépense. Les mesures de soutien à l'économie, elles sont plus coûteuses que le retour sur la fiscalité.
fiscalité. Donc faut absolument pas dire que l'État il s'enrichit grâce à l'inflation, bien au contraire. Et d'ailleurs il s'enrichit pas parce que d'abord les taux d'intérêt augmentent et que la charge de la dette augmente, et parce qu'il faut protéger les Français. Et on voit bien que cette protection des Français ciblée sur les Français qui doivent être aidés, aussi réversible, c'est-à-dire que quand le mal a disparu, évidemment la mesure elle doit disparaître en même temps. C'est extrêmement important. Les promotions pouvant aller jusqu'à 50% sur des produits alimentaires, c'est une bonne chose, ça? Je pense que c'est une bonne chose. Je vois bien la FNSEA dire que c'est pas une bonne chose pour les agriculteurs, mais il faut aussi contrôler la grande distribution et vérifier qu'elle ne fait pas supporter évidemment une grande partie des promotions aux producteurs. Donc ça, c'est des mesures qui sont, je crois enfin, qui sont compréhensibles par tout le monde, qui sont efficaces immédiatement, notamment sur les produits alimentaires, mais qui doivent nécessiter un certain nombre de contrôles vis-à-vis des vendeurs. Oui, Damien Abad n'est pas resté, il ne pouvait pas rester, mais c'est l'entrée de la morale dans les choix politiques ou pas, puisque c'est une nouvelle jurisprudence? Oui, moi je suis très attaché, comme vous tous, je pense, à la présomption d'innocence, ou alors on est condamné tout de suite par l'opinion publique, et puis c'est fini. On est dans un gouvernement ou dans des juges qui sont l'opinion publique et puis la justice elle-même. Donc il faut faire très très attention. Et il y a ces dérives-là, je crois que le gouvernement en est persuadé, et le président de la République également. Maintenant, Damien Abad, je pense qu'il était tellement soumis à pression qu'il n'était plus vraiment en capacité d'exercer sa fonction et sereinement, et qu'à partir du moment où vous pouvez plus exercer sereinement votre fonction, il faut partir du gouvernement. Oui, donc même s'il y a présomption d'innocence, il y a totalement présomption d'innocence. Darmanin et beaucoup d'autres sont encore... Il y a totalement présomption d'innocence. Aucune de ces personnes n'a été condamnée. Éric Coquerel, qui est à la commission des finances, à la présidence, que vous avez connue, vous l'avez occupée. Je l'ai bien connu, oui, qui m'a succédé. Oui, et il peut rester en place aussi, compte tenu des plaintes. Évidemment qu'il peut rester en place. Il était élu par la commission. Il y a aujourd'hui une plainte. La justice dira si cette plainte prospérera ou pas. Il n'est pas empêché d'exercer sa fonction, je pense. Oui. Un dernier mot, parce que je sais que vous êtes... Mais tout ça, on a l'impression qu'on traite ces affaires. Vous voyez, quand je dis ça, on peut vous dire, ah oui, mais alors la parole des femmes. Mais la parole des femmes, elle est fondamentale. Et évidemment... lorsque les faits sont avérés, les condamnations doivent être évidemment extrêmement lourdes. Mais il y a juste un équilibre à trouver. Ouais. Et puis la justice qui est parfois un peu longue la justice peut être parfois un peu longue parce que la justice elle est lente et longue parce que parfois trop lente et trop longue, parfois beaucoup trop longue, mais elle a aussi besoin d'aller chercher des preuves. Oui, un dernier mot. Vous, je sais que vous êtes un alpiniste, vous aimez beaucoup la montagne. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie avec cette fonte en fait d'un glacier. Dans les Dolomites, oui. Dans les Dolomites. Vous allez continuer d'aller, vous, à la montagne, sur les glaciers. Mais c'est un sujet, par exemple, on voit, moi je connais bien évidemment les Alpes, et on voit les glaciers, ou les grands glaciers, nos grands glaciers français, par exemple. Là, c'est un grand glacier italien, mais nos grands glaciers français fondent à vue d'œil. Donc, on le voit depuis des années, et donc c'est pas un petit âge, il n'y a pas de petit âge glaciaire avec des petits âges moins glaciaires, ou pas du tout. On est dans une logique permanente et de réchauffement climatique et faire de la randonnée, et de réchauffement climatique. Au mois d'août, c'est de plus en plus difficile de faire de l'alpinisme pour certaines voies. Vous savez, il y a un grand alpiniste qui s'appelait Gaston Rébuffat qui avait fait les plus belles courses autour du Mont Blanc, et dans ses plus belles courses il y a 20 ou 30 ans qu'il a fait ses livres, il y en a au moins la moitié ou 25% qu'on ne peut plus faire en été. Merci Éric Woerth qui était l'invité ce matin de Sud Radio.